Bonjour, bienvenue dans Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, et si on cessait de croire que tout va mal en France? Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos, a mené l'enquête et celle-ci balaie les clichés des Français paresseux, pessimistes, nostalgiques d'un âge d'or. Je lui demanderai donc quelles sont les raisons d'être optimiste en France aujourd'hui. On parlera également dans cette émission de Shein. La plateforme chinoise est dans le viseur des autorités françaises et des commerçants. 12 fédérations de commerce et plus de 100 marques ont engagé une action judiciaire contre le géant asiatique. Pierre-François Lelouet est coprésident de l'Union française des industries mode et habillement. Il sera sur ce plateau tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, je recevrai une jeune femme, Léa Moukanas. Elle a fondé il y a 10 ans l'association AIDA, une association qui accompagne les jeunes atteints de cancer, une leçon d'engagement et de fraternité. Vous avez le programme, Point de vue, c'est parti. Bonjour Brice Teinturier. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de vue. Vous êtes le directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos BVA et avec Alexandre Guérin qui lui est directeur général et Arnaud Carré qui est également directeur général délégué. Il faut fâcher personne. Vous signez cet essai au-delà des apparences, des raisons d'être optimiste en France. Vous affirmez qu'il y a donc des raisons d'être optimiste en France alors que 87% des Français croient au déclin. Ça veut dire quoi? Ils ont des hallucinations, les Français? Non, ça veut dire que d'abord, ce pays, évidemment, connaît énormément de fractures, des défis gigantesques. Il ne s'agit pas de les minorer ou de les ignorer. J'ai monté il y a 13 ans le dispositif Fracture Française, donc je connais bien l'immensité des défis et les fractures, et les notamment le réalités. pessimisme, le déclinisme, etc. Simplement, quand on regarde un certain nombre de thématiques, et quand on regarde de près l'ensemble des données que nous avons, on ne peut pas réduire les Français et ce pays uniquement à ce qui ne va mal. On ne peut pas dire uniquement ils sont pessimistes, ils sont repliés, il y aurait des groupes de Français qui n'auraient plus rien à voir les uns entre les autres, il n'y a plus de lien, etc., etc. Ou, autre stéréotype, ils ne veulent plus travailler, les femmes et les hommes françaises ne veulent plus, les femmes françaises et les hommes ne veulent plus avoir d'enfants, etc. La réalité, elle est plus nuancée. Quand on regarde l'ensemble de la réalité, c'est ça en fait notre objectif, eh bien au-delà des apparences qui sont souvent martelées dans le débat public ou de la doxa ambiante, on découvre que c'est plus complexe que ça et qu'il y a effectivement des raisons d'espérer. Il y a néanmoins, donc, vous l'avez un peu abordé, un grand sentiment de vulnérabilité, de vivre, les Français ont le sentiment de vivre dans un monde hyper dangereux. Alors ça, c'est ma thèse, c'est que tout part du rapport au monde, et non pas du local, comme on le dit, ou ce genre de choses, qui sont des conséquences de la transformation de notre rapport au monde. Et nous avons des Français qui, évidemment, sont immergés dans un monde ultra dangereux aujourd'hui. Alors, il n'a jamais été un monde de bisounours, ce monde. Dans les années 50-60, au-delà de la nostalgie des Trente Glorieuses, il y avait la menace soviétique, et elle était réelle. Mais il n'y avait pas la combinaison de toutes les crises que nous avons aujourd'hui. Et puis, je crois qu'il y a eu deux phénomènes extrêmement importants. Le 11 septembre, qu'on a minoré à l'époque, qui est un ébranlement très profond. 19 terroristes, souvenez-vous, qui arrivent seulement à 19 à pulvériser les tours de World Trade Center de la première puissance mondiale. Il y a là un effondrement qui n'est pas simplement un effondrement physique de ces tours, c'est un effondrement de l'ordre mondial tel qu'il avait fonctionné. Et tout le monde comprend intuitivement qu'il y a un danger et que nul n'est à l'abri. D'ailleurs, 2015 en France viendra le confirmer. Pourquoi vous dites que c'était minoré, ce fameux 11 septembre? Parce que je pense qu'on n'a pas Pris la mesure? perçu à quel point les répercussions de cet événement étaient majeures, de manière un peu souterraine, parce qu'en France, évidemment, j'ai envie de dire, la vie continuait. Mais en réalité, et moi le premier, je n'ai pas vu à quel point, en 2001, c'était un ébranlement considérable. Un peu comme un tournant, en fait, le 11 septembre 2001, on rentre dans le 21e siècle, quelque part, c'est ça? On rentre dans une autre phase. Dans cette phase? Tout à fait. Vous voyez, jusqu'en 89, la chute du mur de Berlin, c'est la dernière bonne nouvelle d'un monde qui avait été construit autour quand même de l'idée de progrès. Les choses allaient de mieux en mieux. Alors qu'à un cas, il y avait des avancées, des reculs, c'était pas facile. Mais globalement,
ans, l'idée c'était on vit mieux aujourd'hui qu'hier. À partir du début des années 2000, vous avez cet ébranlement d'abord très profond et un sentiment de vulnérabilité qui va s'installer dans la société française. Et vous avez un deuxième ébranlement qui est la crise de 2008, cette fois-ci économique donc, crise de 2008, crise de l'euro de 2011. On l'a un peu oublié, j'ai relu beaucoup d'enquêtes de l'époque, mais c'est effarant le sentiment de peur qui s'empare des Français avec l'idée qu'il y a une clochardisation potentielle pour la France à nos portes, avec l'exemple de la Grèce, de l'Espagne, etc. Et du coup, les Français s'installent dans ce sentiment de vulnérabilité qui appelle une demande de protection face à laquelle tous les dirigeants se sont cassés les dents. Et vous avez d'autres phénomènes, évidemment, qui concourent à cela. L'effondrement de la religion, notamment. Je crois que c'est un point extrêmement important de ce qui pouvait donner du sens à ce qui se passait. La coexistence, ensuite, des polycrises, des crises simultanées qui rendent ce monde encore plus dangereux. Et puis d'autres phénomènes. Il y a, je crois, des ingénieurs du chaos aussi dans ce pays qui jouent la polarité. Des ingénieurs du chaos, ça veut dire des volontés de certains de faire rentrer le pays dans de le mettre en tension, tout simplement. De le mettre en tension. D'agiter les tensions. D'attiser les peurs, d'attiser les violences. On le voit dans le spectre politique. Du côté de la France insoumise, pour être très clair, à une époque du côté du Rassemblement national qui maintenant est plutôt dans un jeu de désextrémisation. Mais vous avez des acteurs qui jouent véritablement cela. Vous avez aussi, pardon de le dire, mais des médias où l'on s'intéresse davantage aux trains qui n'arrivent pas qu'aux trains qui arrivent. Donc tout cela entretient un climat. Mais une fois qu'on a bien décrit ces fractures, ces défis, etc., on trouve quand même des choses beaucoup plus positives. Il y a des tas d'éléments qui unissent les Français. Qu'est-ce qui unit les Français ? Eh bien, par exemple, là aussi, on dit souvent que les Français sont fâchés avec l'entreprise. C'est totalement faux. 80% de confiance à l'égard des PME et un Français sur deux qui déclare qu'il a confiance dans les grandes entreprises, qui n'ont donc pas si mauvaise presse que ce qu'on raconte. Les collaborateurs eux-mêmes dans les sociétés, autre stéréotype qu'on démonte, ne sont pas dans la grande démission, qui n'est jamais arrivée en France. Il n'y a pas eu ce phénomène dont on a beaucoup parlé. Et leur problème n'est pas du tout de ne plus travailler ou de moins travailler. Le travail reste extrêmement important pour les Français. L'engagement dans les entreprises, ça c'est un point clé, n'a cessé d'augmenter en France et dépasse les indicateurs d'engagement chez les Allemands. Ipsos BVA est un groupe mondial, je le rappelle, on est dans 90 pays, donc on fait beaucoup d'études. Ça vous permet de bien sûr, faire le comparer, parallèle, etc. les comparaisons avec les autres pays. Et le sujet des collaborateurs, c'est pas travailler moins ou ne plus rien faire, c'est le sujet de la formation, c'est le sujet de l'efficacité. Les réunionites aiguës qui ne servent à rien, ça stresse les collaborateurs. Les process, et Dieu sait s'il y en a de plus en plus, qui dysfonctionnent, ça c'est un problème pour eux. Donc la mobilité, la formation, c'est là les vrais sujets sur le rapport au travail des Français. C'est ça les attentes des Français sur le travail. Et quand on se contente de dire les Français ne veulent plus rien faire, franchement, pardon de le dire comme ça, mais on est un peu à côté de la plaque. On ignore les vrais sujets, c'est très dommageable. Et encore une fois, il y a de l'engagement, c'est les collaborateurs. Même sur un sujet comme la natalité, qui crée de l'angoisse. Ce n'est pas que les Françaises ne voudraient plus faire d'enfants. Le désir n'a pas disparu. Non, il est toujours là. En revanche, ce qu'elle mobilise, c'est toutes les difficultés aujourd'hui à faire un deuxième, un troisième enfant, liées par exemple au coût des loyers, notamment dans les grandes agglomérations, Paris, Lyon, etc., liées au fait que vous avez aussi des contraintes de crèche, de garderie, de choses qui vont limiter leur carrière professionnelle. Vous avez des reportages aujourd'hui qui mettent l'accent que sur la galère des femmes qui ont beaucoup d'enfants, et plus du tout sur le plaisir qu'on peut avoir avec une famille nombreuse. Donc vous avez des obstacles au désir d'enfant, mais c'est pas le désir lui-même qui a disparu, quand vous regardez d'un peu plus près les choses. Donc vous voyez, tout notre livre, c'est un peu ça, sur la santé aussi. Les Français ne sont pas des irresponsables qui abusent du système de santé systématiquement. Ils font beaucoup plus de prévention qu'avant. Ils sont conscients d'un certain nombre de sujets et ils s'en emparent. Ils s'emparent par exemple de l'IA ou du numérique pour optimiser leur rapport à la santé, les consultations, télétravail, etc. Donc il y a d'immenses difficultés dans le système de santé. Oui, parce et on y revient. Il y a quand même une école qui marche moins bien, un hôpital qui marche moins bien, il y a quand même de la violence. Alors je reviens aussi sur la violence, parce que je suis tout à fait en opposition avec la thèse de la décision
décivilisation, et j'ai replongé Oui, dans c'est ce que vous dites, c'est ce que vous écrivez. La décivilisation est un mythe, écrivez-vous. La décivilisation, c'est le terme qu'avait employé Emmanuel Macron, je crois que c'était en mai Oui. 2023. À l'époque, il faisait référence notamment à des policiers tués à Roubaix, à des menaces vis-à-vis des élus, la violence. Mi-novembre, ce jeune homme, Mehdi Kessassi, a été tué Là à encore, Marseille dans le là cadre de encore. narcotrafic parce que son frère est engagé. Alors, Qu'est-ce que vous dites? premier point, il ne Oui. s'agit évidemment pas de nier un phénomène d'extrême violence, notamment chez les plus jeunes. Mm. Mais quand vous regardez les choses, la décivilisation, c'est le concept d'Elias qui dit que ce qui caractérise les sociétés européennes, c'est progressivement l'intériorisation du refus de la violence. Donc ça prend des siècles, ce phénomène, Mm. et ça s'accompagne de beaucoup de choses. Dans le rapport au corps, on devient beaucoup plus pudique, dans un certain nombre d'interdits, et la violence tend à disparaître. La vie individuelle, progressivement, devient une valeur, et une valeur qu'il faut préserver. Si on était dans un phénomène de décivilisation, on aurait une valorisation de la violence. Qu'est-ce qu'on constate? Mais l'inverse. Dans nos enquêtes, comme dans ce que vous avez rappelé comme Oui. fait important, ce sont des éléments qui tétanisent les Français, qui leur font peur. Mm. Ils n'adhèrent pas à la théorie de la violence. Mm. Ça serait effectivement, progressivement, une régression. Ils ont au contraire, je pense qu'on est dans une société de surcivilisation. C'est-à-dire qu'on a totalement intégré la violence au point qu'elle nous fait horreur et qu'on rejette toute forme de violence. Au point où elle devient absolument intolérante. Absolument. Intolérable, plus Tout à fait. exactement. Et ce qui fait froid dans le dos, c'est justement ces meurtres, notamment de très jeunes, qui ont augmenté. Vous prenez les statistiques, ce que j'ai fait du ministère de l'Intérieur, il y en avait une trentaine par an, il y a quelques décennies. Il y en a eu, en 2023, 42. Et surtout, ce sont des phénomènes de violence de très jeunes, et de très jeunes contre d'autres très jeunes. C'est ça la avec- particularité de la violence Voilà. actuelle, en fait. Mais ce n'est pas une explosion de la violence, c'est une valorisation de la violence en France. C'est là où on tord les faits Mm. et où on installe aussi, sans nier encore une fois ces phénomènes. Mm. Et ils sont extrêmement graves et il faut les traiter. Mais il y a une généralisation, comme si la société basculait dans un ensauvagement généralisé qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est très difficile ensuite de démonter ces stéréotypes, ce sont des idées reçues, parce qu'il faut être sur une crête, c'est la crête sur laquelle j'essaye d'être, c'est-à-dire de ne pas nier le réel, Parce qu'il faut mais être de sur la- l'aborder dans sa complexité et sa totalité. Et la complexité, par définition, Eh bien, elle vous montre un autre visage. Quand vous regardez vraiment ces éléments, avec l'ensemble des données, oui. à la fois des données réelles, mais aussi des données d'opinion, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que la supposée décivilisation, le déclin, le pessimisme. Tout cela existe, le déclin, le pessimisme, etc. Mais vous avez une société en réalité beaucoup plus agile, beaucoup plus vivante que ce que l'on raconte. Je vous parlais de l'accord, par exemple, sur l'entreprise. Oui. Mais il y a plein d'autres sujets où les Français s'accordent. L'attachement au service public, les préoccupations autour de la santé. Mais là aussi, l'attachement au service public, il existe de moins en moins. Ah non, ah non. Ce qui existe de plus en plus, c'est la peur que le service public se dégrade, disparaisse. D'ailleurs, ça montre en creux à quel point les Français y sont attachés. Mm. Mais ils redoutent, et ils ont raison, parce qu'il y a des faits extrêmement objectivables qui montrent, notamment dans le domaine de la santé. Oui, les airs médicaux. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attachés. Au contraire, ils y sont tellement attachés qu'ils le redoutent absolument et qu'ils peuvent se mobiliser pour le préserver. Ça va de pair avec un certain nombre de difficultés ensuite à réformer ce pays, à faire en sorte qu'il se transforme. Mais vous avez des passerelles communes sur de très nombreux sujets entre les Français. Donc la description d'une société totalement atomisée, où les individus n'auraient plus rien à se dire, il n'y aurait plus de lien social, est une description largement erronée. Et c'est ça que nous essayons de montrer dans ce livre, au-delà des apparences. Quand vous fouillez véritablement dans les données et leur interprétation, vous avez des éléments qui vous apportent un tableau beaucoup plus nuancé et beaucoup plus vrai, je crois. 65% des Français pensent que le lien social est bon là où ils habitent. On n'en parle jamais. On ne le dit jamais. Donc c'est toujours ce rapport où là où ils sont, là où ils vivent, le côté les Français sont bien dans leur famille, mais c'est ce rapport-là et le rapport au monde où là c'est beaucoup plus compliqué et difficile et dangereux en fait. Moi ma thèse, c'est qu'on parle beaucoup du primat de l'expérience personnelle, et c'est vrai sur les autorités, par exemple, et ou de l'attachement au local, mais ce sont des conséquences de mon point de vue. Ce sont des conséquences d'un rapport au monde qui est devenu ultra dangereux. Et à ce moment-là, vous vous repliez.
sur le local, etc. C'est la réponse Sur sa territoriale. famille, sur ses Voilà, amis. c'est la réponse territoriale. Vous avez la réponse temporelle, la nostalgie dont on parle beaucoup. C'est très largement une conséquence. Quand vous êtes dans un monde aussi dangereux, où vous vous sentez aussi vulnérable, eh bien vous vous réfugiez soit dans le passé, avant c'était mieux, etc., etc., et puis il y a un business autour de ça, en termes de marketing, les confitures bonne maman, ce genre de choses. La nostalgie, ça marche. Mais vous avez une autre réponse temporelle qui est le carpe diem, et dont on voit dans nos enquêtes mondiales et en France tout particulièrement, c'est en augmentation constante. C'est-à-dire, On profitons profite. de l'instant présent, parce que rien n'est assuré et que demain tout peut arriver. C'est peut-être une conséquence du Covid aussi qu'on a vécu aussi. Le Covid a aussi, a tout à été, fait. j'imagine, très marquant et marqueur, non? Absolument, Dans les c'est attitudes une et forme de comportements. traumatisme, parce que ça fait effraction tout à coup dans la vie des gens, c'est une menace de mort. Donc ça participe de ces grands événements qui ont créé ce sentiment de vulnérabilité. Et aujourd'hui, on a une coïncidence de toutes ces crises. Il y a la crise environnementale, des éléments économiques, les déficits quand même qui sont extrêmement inquiétants pour les Français, le Covid qui a laissé des traces, l'insécurité qui est très présente dans les préoccupations. Donc vous avez, et puis un ordre mondial encore une fois extrêmement menaçant. La menace russe, la guerre en Ukraine, tout cela, on ne l'avait pas il n'y a encore que 10 ou 15 ans. Alors politiquement, qu'est-ce qu'ils attendent, les Français? Comment ça peut se traduire? Vous dites dans votre livre qu'ils veulent du long terme. Oui, ils veulent du long terme, ils veulent surtout des solutions efficaces. C'est vraiment un problème d'efficacité de l'action politique. Donc des solutions efficaces à tous ces grandes difficultés. Et ils veulent, et c'est ça le plus difficile, je crois, Oui. de la protection. De la protection. Donc dès que vous enlevez, oui, sentiment de vulnérabilité, demande de protection. Ce n'est pas un pays libéral où on se dit on va se prendre en main et se débrouiller tout C'est seul. toujours ce rapport aussi à l'État-providence. On attend, aussi, exactement, qui est on attend fort. beaucoup de l'État, on attend beaucoup des politiques. Trop peut-être. Ah, mais je pense qu'on attend trop, effectivement, parce que si l'État est incapable de délivrer ce que les Français attendent, ou si les politiques n'en sont pas non plus capables, eh bien à ce moment-là, il y a non seulement la peur, mais la rancœur aussi à l'égard des politiques, et la tentation de solutions où certaines formations vous disent « mais vous ne nous avez pas essayé ». Et nous y arriverons. Donc cette demande Ou elle alors est de ne tellement pas forte. faire partie de ne pas s'inscrire dans l'action politique ou tout simplement de ne pas les voter en fait. Ça, c'est un livre que j'ai écrit il y a 7 ans sur le PRAF. Oui. PRAF pour plus rien à faire. Ou plus rien à foutre dans une forme plus rugueuse. Ce sont ces Français qui se désengagent progressivement de la politique tellement ils sont déçus. Donc c'est un phénomène très ancien, celui que vous évoquez, qui a pris effectivement, moi j'en suis convaincu, une importance aussi très forte. Et là, on est dans des éléments de défiance. Donc notre livre, il cherche simplement à trier ce qui relève de tout ce qui ne va pas, mais aussi de ce qui va bien. Notre métier, et moi tout particulièrement, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, Non. c'est de décrire la réalité le mieux possible. Et quand vous faites ce travail, on a réuni, parce que c'est pas simplement trois personnes qui ont écrit ce livre, on a réuni à Ipsos BVA les experts qui travaillent en permanence. On est des équipes spécialisées sur le travail, sur la santé, sur l'IA, sur le luxe, sur toute une série de thèmes sur l'automobile. On les a fait travailler en leur demandant tout simplement qu'est-ce que tu vois dans ton domaine, comment ça a évolué. Et c'est là où petit à petit, moi j'en étais convaincu, mais dans le domaine notamment sociétal, mais où petit à petit on a vu partout que les stéréotypes ambiants ne correspondaient pas à la réalité. Donc il y a des choses très inquiétantes dans ce pays, des défis immenses, mais il y a aussi des choses qui marchent bien. Et des Français, encore une fois, plus agiles, plus performants, plus capables de se transformer que le tableau d'une noirceur absolue qu'on nous présente. Par exemple, les Français ne sont pas des Gaulois réfractaires, c'est pas vrai. On l'a vu au moment du Covid, ils sont quand même très bien alignés, parce que la peur était là aussi, et qu'il y avait une demande de protection. Et même si c'est un pays éruptif, c'est aussi un pays qui s'est beaucoup transformé. Alors on peut se lamenter, et il y en a qui le font, sur ce que n'est plus la France. J'ai envie de dire, ils vont continuer à se lamenter pendant longtemps, parce que le monde se transforme et la France se transforme. Donc il faut être capable de faire face à ces mutations, D'où l'agilité. et d'abord dont de les vous parlez. reconnaître. Oui. Merci Brice Teinturier Merci d'avoir à vous. été en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Je rappelle le titre de votre essai co-signé avec Alexandre Guérin et Arnaud Carré, Au-delà des apparences, des raisons d'être optimiste, aux éditions La découverte. du Cherche Midi. Cherche midi, oui. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous.
Avis de gros temps pour la plateforme chinoise Shein. L'État français demande en justice la suspension du site. C'est étudié ce matin même. Et puis 12 fédérations et plus de 100 marques ont lancé une action en justice pour concurrence déloyale. Parmi elles, l'Union des industries mode et habillement. Avant que son coprésident Pierre-François Lelouette me rejoigne en plateau, je vous propose d'écouter Serge Papin, le ministre des PME. Il était ce matin sur TF1. Il dit qu'il faut en finir avec ce Far West numérique. Bonjour Pierre-François Lelouette. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le coprésident de l'Union française des industries mode et habillement. Alors depuis ce matin 11h, c'est ça, la justice française examine en référé la demande de suspension de la plateforme Shein en France. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de la décision de justice ? Nous attendons cette suspension avec impatience. Nous la demandons depuis plusieurs années et nous sommes évidemment absolument ravis de voir que l'État français, mais aussi la Commission européenne s'intéresse véritablement à ce sujet et prennent le problème à cœur. Suspension, mais vous dénoncez aussi une implantation physique, j'imagine. Vous ne voulez pas de Chine en implantation physique ? Alors non, ni en digital, ni en physique, effectivement. Chine, vous le savez, c'est la triple peine économique, sociale, environnementale et puis maintenant même éthique et sécuritaire. Vous voulez simplement que Chine disparaisse Oui, tout à fait. Définitivement de nos ordinateurs, on n'y a plus droit. Oui, c'est une question de sécurité pour les Français, c'est une question d'éthique. Shein a fait beaucoup de mal à notre économie en déstabilisant totalement l'univers de la mode et de l'habillement et notamment l'entrée de gamme. Je rappelle que c'est 5% de part de marché aujourd'hui. La mode Ultra Express en France était 0. On a vu un nombre d'enseignes disparaître ces dernières années de manière totalement folle. Tout ça à cause d'un acteur qui ne respecte pas la concurrence, qui ne respecte pas nos lois. Ce que nous demandons, c'est que toutes les plateformes, et pas simplement Shein, respectent les lois de la République. Ce n'est pas le cas. La justice, j'espère, va le constater ce matin. En tous les cas, le gouvernement constate lui-même que Shein en particulier ne les respecte pas. Donc il est temps d'en finir. Parce qu'effectivement, vous, ce combat, vous le menez depuis 2019. Tout à fait. C'est ça, vous, les industries, oui, les professionnels de l'habillement. Comment vous expliquez que les députés là, ne se saisissent que maintenant du sujet ? Écoutez, la mode n'intéresse pas beaucoup, en général, le personnel politique. On en entend de temps en temps parler quand il y a de très jolis défilés à juste titre. Mais c'est vrai que l'économie de la mode est quelque chose qui passe un peu sous les radars. Or, en France, les marques de mode, c'est 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 650 000 emplois, et c'est plus de pourcentage du PIB que l'automobile ou l'aéronautique, par exemple. Donc, c'est fou qu'il se soit passé sous les radars. Je suis bien tout à fait de votre avis. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, finalement, surpassé par ce débat public qui est pris, parce que tous les Français savent que la mode fait partie de toutes les conversations, qu'elles soient numériques, digitales, sur les réseaux sociaux, dans toutes les familles. Nous connaissons tous quelqu'un qui travaille dans une boutique de mode, qui aime la mode, etc. Enfin, le personnel politique réagit et prend conscience que la mode, ça a un poids social, économique, culturel dans notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi, chez les députés, ils ne veulent pas froisser leurs électeurs ? Parce que c'est vrai que chez Shein, c'est la proposition d'être habillé pour pas cher, de changer beaucoup sa garde-robe, de varier... C'est ça, cette promesse. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui n'ont pas... On sait qu'on traverse tous une période où le pouvoir d'achat est quand même très atteint. Quelles alternatives ils ont, les Français ? Alors, d'abord, le monde existait très bien quand Shein n'existait pas. Et les Français arrivaient très bien à s'habiller. Et il y a plein de propositions alternatives aujourd'hui dans notre pays. Des Kiabi, des Célio, des Tam, la Halle, toutes les grandes surfaces, dans lesquelles on peut même trouver de temps en temps du Made in France. Donc, il y a des propositions alternatives. Le prix qui est affiché par Shein est un prix qui, malheureusement, est un prix qui inclut une dimension sociale épouvantable avec cette fabrication à l'autre bout du monde. Quand j'entends dire que c'est dans les mêmes usines que les entreprises françaises, c'est faux.
Ce ne sont pas les mêmes usines, ce ne sont évidemment pas les mêmes ateliers. Je rappelle qu'il y a en France une obligation de traçabilité, que toutes les marques d'habillement doivent intégrer, que ce soit sur leur site internet ou sur une étiquette physique, les 3 dernières étapes de fabrication. Donc il y a une transparence sur la fabrication qui est réelle, transparence que nous n'avons absolument pas chez Shein. Encore une fois, quand on demande des datas, quand on demande ne serait-ce que le chiffre d'affaires, on nous dit qu'on ne peut pas le communiquer, ce qui est totalement fou. Quelque part, Shein, il y a des règles du jeu et Shein ne joue pas avec ces règles du jeu auxquelles vous êtes, vous, astreint. Hélas, et donc en Chine, il y a des très belles entreprises, il y a aussi des mauvaises entreprises. Moi, mon job, c'est de représenter les entreprises françaises qui respectent la loi française. Et nous entendons que toutes les entreprises, qu'elles soient françaises, chinoises, argentines ou belges, respectent la loi de notre pays. C'est une évidence pour tout le monde. Aujourd'hui, ce qui permet à Shein d'offrir des prix extrêmement bas, c'est qu'elle ne respecte pas la loi. Et ça, c'est impossible. Nous ne pouvons pas envisager que la France et que notre marché de la mode deviennent une colonie chinoise sous prétexte que des entreprises ne respectent pas la loi. C'est quelque chose qui est insupportable pour nous. Et encore une fois, je veux remercier le gouvernement pour cette prise de conscience, certes récente, mais très tonique. Je veux remercier la députée Olivia Grégoire, ancienne ministre des PME, qui elle aussi a été la première, avec d'autres députés, à prendre en main ce sujet. C'est extrêmement important pour la vitalité de nos commerces partout dans le territoire et pour la vitalité de notre économie de la mode en plus grand encore. Alors Shein a quand même eu quelques amendes, hein. Je crois qu'ils ont été condamnés. Enfin, si on fait le cumul de toutes les amendes, c'est autour de 190 millions d'euros. Vous vous rendez compte ? C'est ça. 190 Mais ça les fait pas millions. reculer, ça, Shein. Mais écoutez, si, la preuve, c'est que ça y est, l'accès à la plateforme Shein est maintenant interdit. En tous les cas, Shein, qui a démontré, qui a constaté qu'elle n'arrivait plus à contrôler ce qui se mettait sur cette plateforme, a décidé de couper les tuyaux, en gros, et de faire en sorte que cette myriade de micro-commerçants venus de je ne sais où ne puissent plus déverser sur notre territoire n'importe quoi. Donc, ils ont gardé pour le moment uniquement leur marque de mode dont on connaît tous les désastres environnementaux, sociaux, économiques qu'elle a induits. La justice doit maintenant se prononcer. Vous le disiez, ce matin, depuis 11h ce matin, la justice travaille sur ce sujet. Et puis, donc, il y a vous, vous, les fédérations, et plus de 100 marques, où vous menez aussi une action en justice. Ça, c'est plutôt inédit. C'est totalement inédit. C'est la première fois qu'une action collective de cette importance se met en place, à l'initiative des marques de mode françaises, et beaucoup de marques d'entrée de gamme, de moyenne gamme. Ça n'est pas une initiative des grands du luxe, c'est une évidence, mais c'est une initiative de toutes les entreprises qui sont impactées au premier chef par cette puissance qu'est Shein aujourd'hui. Donc 100 marques avec l'appui de 12 fédérations professionnelles. Il y a des marques qui chaque jour se rallient à cette initiative collective pour dénoncer la concurrence déloyale de Shein et lui demander réparation, évidemment. Donc il y a 190 millions d'amendes au niveau français. Il y a cette action des marques françaises. Il y a aussi maintenant énormément d'actions partout en Europe qui sont en train de jaillir. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Les Français sont seuls à mener cette bataille. Écoutez, nous avons peut-être été en tous les cas les premiers à le faire. J'ai rassemblé 22 fédérations européennes de la mode en septembre dernier à Paris pour poser ce problème. Et depuis cette étape, le mouvement s'agrandit en Italie, au Portugal, la Commission européenne. Maintenant, nous avons eu le rendez-vous la semaine dernière avec les représentants de 3 commissaires européens pour traiter de ce sujet au niveau européen. Le mouvement s'amplifie à vitesse grand V et nous sommes très heureux de cette prise de conscience collective. Je veux rappeler une dernière chose. Oui, on n'a pas fini encore. La loi anti-fast fashion a été votée. Oui, par les sénateurs. Et par les députés. À l'unanimité. Oui. Et avec quelles conséquences alors ? Nous attendons justement sa mise en œuvre. Vous connaissez l'état du débat parlementaire en ce moment. Mais en tous les cas, des motifs d'unanimité dans notre pays, il y en a finalement assez peu. Et moi, je me réjouis que la mode fasse l'unanimité, que la défense du commerce français, des industries de la mode, fasse vraiment l'unanimité dans notre pays. Alors, pas tout à fait non plus, Pierre-François Alouette, parce que le consensus, il y en a un qui n'est pas du tout d'accord avec vous. Vous, les industriels de la mode et l'habillement, c'est Michel-Édouard Leclerc. Je vous propose qu'on l'écoute. Il était au micro de RTL, de Thomas Soto, c'était lundi, puis vous réagissez ensuite à ses propos.
Vouloir interdire quelque chose qui existe depuis 4 ans déjà, contre lequel on n'a rien fait, pour lequel on n'a rien vu, et que tout d'un coup, tout le monde se met pour passer à la télé dans le groupe qui va porter plainte. D'abord, je vous fais remarquer... Et vous y êtes, pardon, vous faites partie d'une des 12 fédérations qui ont porté plainte contre Shein. La fédération a porté plainte. Moi, à titre personnel, je trouve ça con. Au moment où Carrefour est en Chine, Galeries Lafayette est en Chine, Ouais. tous les commerçants des grandes marques de Bernard Arnault, de Pinault sont en Chine, les galeries d'art sont en Chine. Donc on met un but contre notre camp. Comment ? On met un but contre notre camp, s'attaquant. On ne sait pas parler, quoi. À un industriel chinois, on doit pouvoir, et ils savent, négocier. On a souvent dit en stéréotype que ce sont des grands marchands, la route de la soie. Donc les Chinois acceptent de négocier. Ce sont des grands négociateurs. Par contre, certains propos dans l'hystérie actuelle sont de type raciste, quoi. Donc faut faire attention. Bah oui, quand on dit les Chinois vendent de la merde, c'est pas très Alors, on dit correct. pas les Chinois. Alors les mots employés par Michel Edouard sont forts, hein. Il parle d'hystérie, vous seriez donc hystérique, il dit que c'est complètement con, je reprends ses propos, il parle même de racisme. Comment vous recevez ces propos, quelle est votre réaction ? Alors moi, ce que je trouve être complètement con, c'est de faire l'amalgame entre Chine et la Chine. Parce que comme je vous le disais, en Chine, il y a des entreprises très bien, il y a des entreprises qui souhaitent s'implanter en Europe et qui respectent la concurrence, eh bien, c'est leur droit, comme c'est le droit des entreprises françaises d'aller s'implanter dans leur pays et de respecter aussi leurs lois. Nous ne demandons que ça. Et on ne transige pas avec la loi. On ne négocie pas avec la loi. Contrairement à ce que M. Michel-Édouard Leclerc semble penser. Donc, je ne comprends pas vraiment cette attitude. Je l'entends, évidemment. Moi, je trouve qu'elle est finalement assez populiste, encore une fois. Sous prétexte de préserver le pouvoir d'achat, on devrait tout accepter. Non, on n'accepte pas tout. Ce n'est pas le modèle social français que nous espérons. Nous avons des lois, encore une fois, nous avons un modèle européen à défendre, et c'est bien mon intention. Maintenant, si vous voulez avoir un défenseur des entreprises chinoises, eh bien, écoutez, allez interroger des entreprises chinoises. Moi, encore une fois, je défends l'industrie française, je suis très heureux de le faire, je défends le commerce de centre-ville, je défends les marques de mode qui font un boulot absolument incroyable, et tous les représentants des PME qui respectent parfaitement la loi. Parce que c'est vrai que Shein, eh bien, ça a beaucoup abîmé votre industrie de l'habillement, hein. Il y a eu beaucoup de faillites ces dernières années, hein. Hélas, oui, nous avons constaté une grande disparition de marques emblématiques de la France, et au-delà de l'impact économique, je pense que nous avons tous été marqués dans notre cœur, finalement, par la disparition de marques que nous aimions beaucoup et avec lesquelles nous avions de jolis souvenirs. Donc ce mouvement doit cesser. Il existe heureusement encore de très très belles histoires dans notre pays, des histoires industrielles ou des histoires de marques. Il y a beaucoup de marques qui se portent extrêmement bien. Il faut se tourner vers elles, quel que soit leur niveau de gamme. Vous pensez qu'on va pouvoir repartir dans l'autre sens, entre guillemets ? Ah, mais moi, j'y crois à fond. Croyez ? J'y crois à fond. Et le succès du salon du Made in France, par exemple, que nous avons connu à la porte de Versailles il y a encore quelques semaines, montre bien qu'il y a là tout un marché, qu'il y a des gens qui y croient, qui se battent. Enfin, j'ai visité des entreprises dans le sud de la France qui avaient 2 salariés il y a 10 ans et qui faisaient des jeans Made in France. Aujourd'hui, ils sont 35. Ils font un chiffre d'affaires merveilleux. Ça s'appelle les ateliers Tuffry. Ça vaut le prix d'un jean Levi's. Eh ben, je préfère, moi, m'acheter un jean Made in France pour ce prix-là et contribuer à cette réindustrialisation. C'est une question de souveraineté française, européenne. Nous sommes tous engagés dans ce mouvement et nous sommes très fiers de le soutenir. Et puis aussi, la disparition de ces enseignes, elle désertifie les centres-villes, hein. C'est tout ce lien aussi qui disparaît, hein. C'est un lien social qui disparaît, c'est une métamorphose de nos centres-villes. Alors, on n'est pas là pour dire c'était mieux avant. Encore une fois, les transformations du commerce, elle a toujours existé et elle évolue, c'est très bien. Mais quand elle évolue à cause d'acteurs qui ne respectent pas la loi, ça ne nous convient pas. Nous sommes aussi une entreprise et une industrie qui est très tournée vers l'innovation, vers la créativité, et c'est ce que nous souhaitons promouvoir. Les marques de mode françaises sont créatives, elles sont innovantes, elles existent et elles n'ont pas à faire face à une concurrence déloyale. Est-ce que vous, en tant que coprésident
de l'Union française des industries mode et habillement, vous avez essayé de contacter le représentant de Shein en France, de discuter. Ça a été envisagé, ça a été lancé? Ah, mais mieux encore, je l'ai rencontré. Oui. J'ai rencontré le président mondial, M. Tang, avec d'autres représentants de fédérations professionnelles. C'était il y a une petite année maintenant. Vous êtes allé porter vos doléances, en fait, c'est ça? Nous avons posé le problème. Ouais. Et donc, la réponse que nous entendons, et je n'étais pas le seul, encore une fois, à le rencontrer, et c'est la même, malheureusement, depuis des années, c'est la même chose que nous entendons de la voix de M. Merlin, le patron du BHV, qui est en ce moment même auditionné par les députés, c'est « Nous sommes une start-up, nous allons nous améliorer ». Mais la vérité, c'est qu'il ne s'améliore pas. La vérité, c'est que ça va de pire en pire. C'est des promesses en l'air? Ce sont des promesses en l'air. Il n'y a pas de preuves. Ce que nous voyons au BHV, quand j'entends M. Merlin dire « Nous allons payer les petites marques. Effectivement, c'est dramatique pour elles parce qu'elles risquent de faire faillite à cause des créances qu'elles ont vis-à-vis du BHV Marais. » Mais ça fait 1 an que nous entendons cette discussion-là. Ça fait 1 an qu'il promet. Donc vous vous faites balader, en fait? Mais complètement. Et c'est la raison de la fuite du départ de toutes ces marques françaises du BHV Marais et qui souhaitent effectivement que ce mouvement ne s'amplifie pas aux 9 galeries Lafayette de province que M. Merlin contrôle, évidemment. C'est la première fois que l'on voit des marques quitter un grand magasin. D'habitude, ce sont les grands magasins qui disent « Vos résultats ne sont pas assez bons, on n'a plus besoin de vous sur notre étage. » Le rapport de force a changé. Complètement. Il est insupportable, encore une fois, pour des raisons économiques. C'est impayé, mais aussi pour des raisons morales. On ne peut pas demander aux marques françaises de payer l'installation au 6e étage d'un acteur chinois qui ne respecte pas la loi française. Merci Pierre-François Lelouette d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous. On va bientôt, bien sûr, suivre l'affaire Shein qui va continuer. On va parler d'un tout autre sujet. Maintenant, chaque année en France, on compte 2300 nouveaux cas de cancer chez les jeunes âgés de 15 à 25 ans. Depuis 10 ans, l'association AIDA accompagne ces jeunes qui font face au cancer. En attendant que sa très jeune fondatrice Léa Moukanas me rejoigne en plateau, eh bien, je vous propose d'écouter les paroles de certains bénévoles, certains soignants et même malades soutenus par cette association. AIDA est née en janvier 2015. C'est Léa Moukanas qui l'a créée lorsqu'elle avait 15 ans. Et suite au décès de sa grand-mère, Aïda, qui est décédée d'une leucémie, elle s'est rendue compte que beaucoup de jeunes de son âge étaient hospitalisés pour la même maladie, dans le même service, mais n'avaient pas forcément l'occasion de rencontrer d'autres jeunes du même âge pendant les traitements. La force d'AIDA, c'est que c'est vraiment des jeunes qui ont le même âge que les jeunes qui sont hospitalisés. Et que ça crée forcément des liens et des échanges qui sont plus forts, plus spécifiques. Quand les jeunes tombent malades, ils se retrouvent souvent déscolarisés ou en dehors de l'université, perdent certains amis, certains proches. Mon aventure avec AIDA, elle a commencé à peu près au moment du confinement. Dès que j'ai vu AIDA, qui disait que c'était une association pour les jeunes, par les jeunes, ça m'a tout de suite parlé et c'est pour ça que je me suis engagée. Moi, j'ai connu l'association à la clinique Édouard quand j'étais patient sur une table de ping-pong, je jouais avec Léa. C'était que des jeunes de mon âge et ça m'a un peu surpris. Et c'était sympa parce que quand je restais le week-end, j'avais hâte de les voir. Bonjour Léa Moukanas. Bonjour. Vous êtes la fondatrice, la très jeune fondatrice, vous n'avez que 26 ans. 26 ans. De l'association AIDA, parce que AIDA, ça existe depuis 10 ans déjà. C'est assez extraordinaire. C'est une association, et vous allez nous expliquer tout au long de notre entretien, une association qui accompagne les jeunes atteints de cancer. Est-ce que vous pouvez déjà me décrire en quoi consiste cet accompagnement des jeunes atteints de cancer? Alors oui, tout à fait. Merci de me recevoir. Effectivement, AIDA accompagne depuis 10 ans les adolescents et les jeunes adultes qui font face au cancer, donc les jeunes entre 15 et 35 ans. Et l'idée depuis 10 ans, c'est de faire en sorte qu'avant d'être malade, un jeune reste un jeune. Et donc, on va accompagner les jeunes pendant les traitements. On est présent dans un peu moins d'une centaine d'hôpitaux un peu partout en France pour briser l'isolement des jeunes qui sont hospitaliers, mais aussi après les traitements pour permettre aux jeunes d'être accompagnés dans cette période de l'après, une fois la sortie de l'hôpital et de se reconstruire post-traitement. Comment se sont déroulés les débuts? Parce que quand vous avez cette idée d'accompagner les jeunes patients, j'imagine, personne ne vous attend entre guillemets, quoi. Donc il a fallu convaincre les médecins, il a fallu convaincre tout le monde. Comment ça s'est passé? Alors, convaincre, c'est le cas de le dire, parce que moi j'ai monté AIDA quand j'avais 15 ans. Et il faut imaginer un groupe de jeunes de 14-15 ans qui arrivent à l'hôpital en disant nous, on va apporter quelque chose. C'est cette idée que
que le fait de pouvoir accompagner des jeunes qui ont notre âge va apporter quelque chose aux jeunes qui va être hospitalisé et aux jeunes qui va s'engager. Et donc on arrive avec cette idée. On a un peu de mal à la faire accepter. Oui, ça se passe où, quoi, cette idée? Dans quel hôpital vous arrivez? Alors, moi, je crée Aïda parce que ma grand-mère tombe malade. C'est le nom de votre grand-mère, hein, Aïda. Tout à fait. Elle a un cancer, elle meurt en 2 semaines. Et quand elle est hospitalisée, je me rends compte qu'il y a des jeunes de mon âge qui ont la même maladie qu'elle et qui sont hospitalisés dans la même chambre, dans le même service. Et donc, ça me marque de me dire que pour cette tranche d'âge particulière, qui ne sont pas des enfants, pas des adultes, mais cet âge de transition, il n'y a pas forcément d'accompagnement spécifique qui est proposé, en tout cas à cette époque-là. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je crée Aïda. Et on fait le tour d'une 40aine d'hôpitaux à peu près en France, en leur proposant de pouvoir les soutenir et comment vous et êtes de participer. Au début, pas bien du tout. Je dirais que c'est 50% entre la surprise de voir des ados de 14-15 ans qui débarquent et 50% l'agacement presque de se dire on perd notre temps, revenez aller faire médecine et revenez plus tard. Mais ça ne nous a pas démotivés. À l'époque, vous arrivez quand même, vous avez étudié votre dossier, vous arrivez avec des propositions, c'est ça? On arrive avec des propositions assez concrètes et surtout vraiment avec cette idée de se dire qu'en recréant ce lien de pair à pair à l'hôpital, de jeune à jeune, il y allait quelque chose qui allait se passer. C'était plus une intuition, une conviction qu'un PowerPoint avec des statistiques très précises. Qui vous donne votre chance alors pour être opérationnel et puis justement montrer que oui, c'est important, ça marche, ça compte? Alors on signe 2 premiers partenariats avec la clinique Édouard Rist dans le 16e et avec l'hôpital Saint-Louis à Paris, au bout d'1 an d'engagement d'Aïda, qui nous font confiance. Et là, nos meilleurs ambassadeurs deviennent les jeunes qui bénéficient aussi des actions d'Aïda, puisque en fait, ça va être assez unanime. C'est-à-dire qu'ils vont dire, pour la première fois, je me sens jeune et pas malade pendant mon parcours de soins quand je suis accompagnée par Aïda. Et donc, en fait, ils font rayonner l'action d'Aïda. Et en 10 ans, on est quasiment dans une 100aine d'hôpitaux aujourd'hui en France. Et on a une liste d'attente d'hôpitaux qui nous sollicitent pour qu'on puisse y intervenir aujourd'hui. En fait, l'expérience s'est développée puisqu'elle a fonctionné. En quoi consiste la formation des bénévoles? Puisque vous formez, vous, à l'association Aïda, des bénévoles pour entourer ces jeunes. Alors, la particularité des bénévoles chez Aïda, c'est que la moyenne d'âge des bénévoles, c'est 19 ans. Et d'intervenir à l'hôpital, c'est pas un monde anodin, surtout quand on fait du pair à pair. Et donc, on a monté une formation il y a 10 ans pour accompagner ces jeunes, que ce soit quand ils interviennent à l'hôpital pour accompagner les patients de leur âge, ou que ce soit dans la période de l'après, puisqu'on a aussi des programmes d'après-cancer où on va accompagner les patients qui vont mobiliser des bénévoles. Donc, les bénévoles, ils reçoivent une journée de formation initiale. On va leur apprendre ce qu'est Aïda, c'est quoi l'engagement, ça veut dire quoi de s'engager, de rentrer dans un écosystème comme Aïda, mais aussi le monde de l'hôpital. À quoi s'attendre quand on intervient à l'hôpital? Quelles sont les règles aussi qu'on va poser pour à la fois protéger le patient, sa famille et protéger le bénévole qui s'engage? Comment fonctionne un hôpital? Enfin, voilà, donc ça, c'est la formation initiale. Ils ont un suivi psychologique qui est mis en place juste après la première formation. On a la chance d'avoir des psychologues qui travaillent chez nous et qui assurent ce suivi psy. Oui, parce qu'ils sont confrontés à la maladie et parfois, j'imagine, à la mort. Il y a 1 jeune sur 5 qu'on accompagne qui décède. Donc, effectivement, ils sont confrontés à la maladie et parfois, malheureusement, à la mort. Le retour qu'on a des jeunes bénévoles, c'est plus qu'ils rentrent dans un environnement où assez vite, ils oublient qu'ils sont à l'hôpital. Parce qu'il y a quelque chose autour de la jeunesse, en fait, et de ce pont avec la jeunesse qui va se mettre en place. Et ensuite, ils vont avoir de la formation continue. C'est-à-dire que s'ils vont vouloir intervenir directement en chambre ou s'ils vont vouloir intervenir dans le cadre de notre programme Highway to Health, qui est un programme d'après-cancer, ils vont avoir des formations spécifiques pour intervenir dans ce contexte-là. Donc, c'est à la fois très responsabilisant et à la fois à la carte. Parce que d'engager des jeunes de 19 ans, vous imaginez que c'est pas anodin. On en forme plus de 2000 chaque année. On a formé plus de 80 000... on a engagé plus de 80 000 jeunes depuis la création d'Aïda. Et c'est une tranche d'âge qui veut à la fois être responsabilisée et à la fois être engagée de façon très concrète. Concrètement, un accompagnement, ça ressemble à quoi? C'est partager un jeu de société, par exemple, avec un jeune malade, une jeune malade? Nous, l'idée, c'est vraiment d'être présent du moment où on annonce que le jeune a un cancer jusqu'à 5 et bientôt 10 ans, jusqu'à la fin des traitements. Donc, à l'hôpital, ça va plutôt être sous forme d'activité. Effectivement, ça peut être des jeux de société, ça peut être du théâtre, ça peut être de l'art. Voilà, ça peut être plusieurs choses. L'idée, c'est vraiment d'avoir une activité qui puisse faire icebreaker et qui permette
permettent aux jeunes de pouvoir échanger entre eux. On intervient soit dans les services qui sont partenaires d'Aïda, soit à la demande de patients, de jeunes, de leurs familles ou de professionnels hospitaliers un peu partout en France, quand ils ont le cas d'un jeune dans leur hôpital dans l'année qui va pouvoir être concerné par un cancer. Mais l'accompagnement, il se fait aussi après. Nous, on a constaté ces dernières années que vous avez... C'est ça aussi votre particularité, oui. hein. C'est le pendant, mais c'est le après. Parce que quelles sont les particularités, justement, d'avoir traversé pour un jeune un cancer ? Alors, quand vous avez entre 15 et 35 ans, c'est pas un âge anodin. C'est déjà un âge difficile. On parle beaucoup de la santé mentale des jeunes aujourd'hui. Avoir un cancer à 20 ans, c'est un peu la double peine. Déjà, c'est un âge difficile et en plus de ça, vous le vivez au prisme du cancer. Donc, votre rapport au corps, votre santé mentale, votre projection dans l'avenir, c'est plus qu'une maladie en fait. Ça vient mettre un coup d'arrêt à cet élan que vous avez à cet âge-là. Et nous, on est là dans cette période de l'après pour accompagner ça aussi. Donc, vous avez une étude qu'on a lancée avec Ipsos au mois d'avril, dont on a publié les résultats, qui montre que sur les patients interrogés, 65% disent que la période d'après-cancer est plus difficile à vivre pour eux que la période pendant les traitements. Et donc, on a monté il y a quelques années un programme d'après-cancer qui s'appelle Highway to Health, petite référence à ACDC, et qui est un programme d'1 an, 700 heures d'accompagnement sous forme de week-end pour aider les jeunes à se reconstruire à la sortie des traitements. C'est se reconstruire sur le plan mental, sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, c'est ça ? On a 3 piliers effectivement majeurs, vous avez raison. Le premier, c'est la santé physique, parce que la maladie va laisser des séquelles, le corps va changer. Sur le volet de la santé mentale, puisque vous avez un jeune sur 2 qui dit être en détresse sur le plan de sa santé mentale à la sortie des traitements. Et puis sur le plan de l'emploi et de la vie professionnelle et de la projection dans l'avenir, puisque 40% des jeunes dans l'étude ont perdu leur emploi ou ont arrêté leurs études du fait d'un cancer. Donc on va vraiment essayer de venir agir sur ces 3 endroits-là. Et l'objectif pour les années à venir, c'est d'aller plus loin, effectivement, sur ces 3 volets. Est-ce que c'est pas un peu un trou dans la raquette, si je puis dire, ce sujet des jeunes, du cancer des jeunes, par rapport au monde politique, aux autorités ? Alors, il y a de plus en plus de choses qui sont faites, mais qui sont beaucoup portées par les professionnels de santé et par le monde associatif. Il y a quand même eu ces dernières années des unités, des dispositifs adolescents, jeunes adultes qui se sont montés dans les services hospitaliers. Il y en a 29 sur le territoire. Ils ont été impulsés par l'énergie des professionnels de santé. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent, qui sont portés par Aïda pour vraiment permettre aux jeunes d'avoir des solutions pendant et après. Mais aujourd'hui, on manque de moyens. On manque, et c'est tout l'écosystème associatif qui en manque. Et puis, on manque de notoriété pour faire connaître ces dispositifs et faire en sorte qu'un jeune qui fait face au cancer n'y fasse jamais face seul. Et à propos du monde professionnel, puisqu'on parle de jeunes qui ont été ralentis, stoppés dans leur formation, dans leur vie professionnelle, est-ce que le cancer chez les jeunes reste un tabou dans le monde professionnel ? Est-ce qu'il y a une évolution quand même ? C'est assez difficile. Alors, il y a une évolution. Il y a plusieurs personnalités qui ont pris la parole sur le sujet et qui ont permis de libérer dans le monde professionnel aussi la parole là-dessus. C'est un tabou et une difficulté à 2 endroits. Nous, on travaille beaucoup avec les RH d'entreprises sur certains sujets, notamment les entreprises qui financent Aïda et qui nous sollicitent. Ce n'est pas forcément notre mission principale de le faire. Et qui nous disent, nous, on ne sait pas très bien comment on forme nos RH là-dessus, quelles sont les questions à poser, comment on repère. C'est quoi la difficulté ? C'est comment accueillir, c'est ça ? Quel dispositif faut mettre en place ? Comment accueillir, quel dispositif, comment trouver les mots justes. Et pour les jeunes qui nous font un retour là-dessus, nous, on a créé une formation en lien avec Sciences Po Executive Education il y a 3 ans pour former des jeunes qui sont passés par la maladie à améliorer le système de santé. Ça s'appelle l'Académie des AJA. Et le retour de ces jeunes-là, c'est que quand vous venez de vivre 1 an, 1 an et demi, 2 ans de traitement, que vous avez un trou sur votre CV, qu'est-ce que vous dites au RH ou au recruteur que vous avez en face de vous ? Est-ce qu'il faut dire ? Est-ce qu'il ne faut pas dire ? Si on dit, est-ce qu'on va se dire que je suis plus faible, qu'on ne va pas m'embaucher parce qu'on va dire que je vais être absent pour mes rendez-vous médicaux ? Donc, c'est tout ça qui reste encore à accompagner dans l'écosystème et à proposer vraiment des solutions concrètes aux entreprises qui nous écoutent sur le sujet. Et c'est valable pour les jeunes et les moins jeunes. Je sais que vous avez un projet en cours qui s'appelle la Maison Aïda, un projet qui va s'ouvrir à Paris, c'est ça ? À Paris, tout à fait. L'année prochaine, de quoi s'agit-il ?
Alors, on a annoncé effectivement il y a quelques semaines lancer le premier tiers-lieu à destination de la santé des jeunes. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est une maison AIDA ? C'est un lieu physique dans lequel tous les besoins de l'après-cancer qu'on a évoqués seront présents. Donc à la fois sur le volet médical, puisqu'il y aura des soins et des soins de support qui seront proposés, à la fois sur le volet de la santé mentale avec des consultations psy gratuites, et à la fois sur le volet de l'accompagnement post-cancer, sur le volet emploi et études, en lien avec des associations qui sont sur ce sujet et des entreprises qui sont là pour coacher les jeunes. Donc c'est un lieu de 1000 m² qui sera rue de Paradis à Paris. Et qui jolie adresse. Oui. On n'aurait pas pu tomber sur meilleur nom de rue, et qui ouvrira ses portes au printemps 2026. Comment vous financez cette maison Alors, c'est une bonne question. On a annoncé démarrer une levée de fonds de 6 millions d'euros pour amorcer cette maison. On a collecté 2 des 6 millions d'euros et on a pu compter. Il reste 4 à trouver. Donc, ceux qui nous écoutent, nous vous attendons. Et puis, on a pu compter sur un soutien d'amorçage majeur d'un partenaire fondateur du lieu, qui est Malakoff Humanis, et qui s'est engagé avec nous dans cette aventure un peu folle pour que naisse la première maison AIDA au printemps 2026. La première maison. La première Donc, maison. L'idée, c'est d'essaimer partout sur le territoire. Vous avez compris que l'action d'AIDA a lieu partout en France. Donc, l'idée demain, c'est qu'il y ait des maisons AIDA partout en France. Effectivement, mais on va déjà commencer à lancer la première. À Paris au printemps, c'est ça ? À Paris au printemps. On est à un mois de Noël. Noël, c'est une période particulière. On se retrouve en famille, mais quand on est à l'hôpital atteint d'un cancer, par définition, on est séparés. Là, vous aidez aussi les jeunes, c'est ça, dans cette période particulière ? Alors, la période de Noël, c'est une période particulière pour tout le monde. De retrouvailles. C'est vrai que de retrouvailles, de chaleur familiale, et c'est vrai qu'un jeune qui va être hospitalisé à Noël, il va se retrouver quand même assez isolé en fin d'année. Peut-être la famille va être séparée. Vous allez avoir une partie de la famille qui va fêter Noël à l'hôpital, une autre partie qui va la fêter à la maison. Peut-être que les fratries vont pas être ensemble. Et donc, nous, on a lancé il y a quelques années une opération qui s'appelle Noël à l'hôpital, et qui est une opération qui permet aux jeunes, à des milliers de jeunes chaque année, de commander le cadeau qu'ils souhaitent recevoir en fin d'année. Alors, on va s'entendre sur le cadeau qu'ils souhaitent commander. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir soit un cadeau qui va être utile dans leur parcours de soins, une enceinte, un casque, soit dans leur parcours de vie, un cours d'anglais, passer leur permis de conduire, des places de cinéma ou de théâtre. L'idée, que ça puisse être à la fois des cadeaux tangibles et à la fois des expériences qu'ils vont pouvoir vivre. Et l'ensemble de ces cadeaux sont recensés sur le site noelalhopital.fr. Donc, on a eu un peu plus de 10 000 commandes cette année, et l'objectif au 25 décembre, c'est d'arriver à remplir ces 10 000 commandes sur noelalhopital.fr. Qui fait le Père Noël ? C'est vous ? Alors, les jeunes qu'on accompagne ne croient plus au Père Noël, mais on a la chance d'avoir des milliers de bénévoles partout en France qui sont mobilisés dans le cadre de cette opération-là, et qui vont décorer les services, faire entrer beaucoup de chaleur aussi à Noël en fin d'année. Et puis, c'est une opération qui fait du bien des deux côtés. C'est-à-dire que c'est peut-être pour certaines personnes pas une période facile, Noël, parce que peut-être que sans être malade, ils vont déjà être seuls, ou que c'est une période qui leur rappelle le décès d'un proche. On a beaucoup de retours là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui s'engagent aussi en fin d'année dans le cadre de cette opération-là. Et c'est un peu l'isolement qui va rencontrer l'isolement aussi dans les hôpitaux, et vraiment permettre cette rencontre et ce lien social en fin d'année. Il y a 10 ans, vous lanciez AIDA. 10 ans après, vous pensez, vous imaginiez en être là, Léa Moukanas ? Alors, vous savez, je pense qu'on lève la tête au bout de 10 ans, et on se rend compte de tout ça. Moi, je crois que j'ai surtout beaucoup de chance, parce que AIDA, c'est une école de vie extraordinaire. Depuis que j'ai 15 ans, je passe mes journées, mes soirées à l'hôpital. Je dirige un peu plus d'une trentaine de salariés aujourd'hui dans l'équipe, et il y a des dizaines de milliers de bénévoles qui se sont engagés avec AIDA. Donc, c'est forcément des rencontres que j'aurais jamais faites, et des expériences que j'aurais jamais vécues sans AIDA. Donc, je crois que je considère d'abord que j'ai beaucoup de chance, et je me sens reconnaissante aussi de l'équipe de permanents et de bénévoles qui accompagnent AIDA au quotidien aujourd'hui, parce qu'ils font un boulot formidable. Et on a parlé des soignants au début en disant que certains nous ont fermé des portes, mais il y en a aussi beaucoup aujourd'hui qui nous soutiennent et qui permettent à AIDA de rayonner et d'accompagner toujours plus de patients chaque année.
Donc, si on veut vous aider, on va sur votre site. Noël-à-l'hôpital.fr. Noël à l'hôpital. Et puis, on attend donc l'ouverture de la maison Aïda. Merci beaucoup, Aléa Moukanas, d'avoir été avec nous en direct sur le plateau de Point de Vue. J'ai encore quelques petites secondes pour vous rappeler que le Figaro fête ses 200 ans en janvier prochain, à l'occasion donc du bicentenaire. Nous vous invitons à cet événement exceptionnel. Ce sera les 14, 15, 16 janvier. On vous attend. Les inscriptions sont gratuites. Voilà, Point de Vue. C'est déjà fini. Merci de votre fidélité. Et puis, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Vous avez rendez-vous avec Timothée Delem. D'ici là, passez une bonne journée en compagnie du Figaro.